durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la mainmise par la multinationale suisse Nestlé Waters et sa tentative de privatisation de l'eau à Vittel dans les Vosges. Nous sommes à Vittel chez le représentant de l'association Oiseaux Nature au collectif Eau 88. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bernard Schmitt, bonjour. Bonjour. Bernard Schmitt, que se passe-t-il à Vittel ? J'ai le sentiment qu'il se passe de grosses inquiétudes. Très clairement, et je pense que là, on sera en accord avec toutes les parties prenantes sur l'ensemble des gîtes hydrominéraux, sur l'ensemble des nappes d'eau. Une est particulièrement vulnérable, c'est l'eau du Grès vosgien, pour faire court, et chacun, qu'il s'agisse des citoyens, qu'il s'agisse de Nestlé, qu'il s'agisse de la fromagerie L'Hermitage, chacun a bien conscience que cette eau est surexploitée. Pour être très clair, on exploite 3 millions de mètres cubes de cette eau des Grès, qui est très profonde, 300 mètres, 250 mètres, 300 mètres sous terre. On en exploite 3 millions de mètres cubes par an, et elle a une capacité de recharge qui n'est que de 2 millions de mètres cubes. Ce déficit, imaginez-vous, il est connu depuis 40 ans, au moins. Et 1 million de mètres cubes en moins chaque année, ça veut dire que le sol se tasse de 30 cm par an. D'accord ? Au début d'ailleurs, on pensait que c'était les eaux d'exor minier qui étaient à l'origine du phénomène. Mais en réalité, il n'y a pas de communication avec Vittel, parce que le Grès vosgien sur Vittel-Contrexéville présente des failles qui fait qu'il n'est pas en continuité avec les restes des Grès, et donc il se recharge très mal, très lentement, d'où le déficit chronique. Ça veut dire que dans ce constat-là, nous ne parlons pas, du moins aujourd'hui, mais des eaux traditionnelles, historiques, exploitées à Vittel, qui sont l'eau départ, l'eau de Grande Source, Vittel Grande Source, et l'eau de Contrexéville. Nous parlons uniquement de cette eau des Grès, qui est l'eau de boisson des populations, qui hier était aussi l'eau de lavage des usines, mais qui depuis 1990, et c'est là que le conflit survient, depuis 1990, il y a un conflit d'usage avec les deux entreprises, mais en particulier Nestlé, qui est le plus grand exploiteur de cette ressource. Le conflit d'usage, c'est que Nestlé a obtenu l'autorisation par le ministère de la Santé d'embouteiller cette eau en tant qu'eau minérale naturelle, ce dont on pourrait sans doute discuter. Pour quelle raison cette réserve, Bernard Schmitt ? En tant qu'eau minérale naturelle, je pense qu'une eau qui est traitée, filtrée, déferrisée, démanganisée, désarseniquée, on peut se poser la question, a-t-elle le droit à l'appellation d'eau minérale naturelle ? Donc, en fait, pour nous, c'est de l'eau de table, mais c'est un autre débat. Ce clivage date donc de 1990. Depuis 1990, Nestlé embouteille, donc il y a un conflit d'usage avec les populations, et il se trouve que cette eau, pour l'essentiel, est exportée en Allemagne, en étant exonérée des taxes sur l'école, taxes sur l'eau, et que donc ça ne rapporte, entre guillemets, à peu près rien au territoire. Alors si je vous suis bien Bernard Schmitt, aujourd'hui on a donc ce déficit de recharge des nappes, pour faire court. Donc on peut bien imaginer qu'à terme ça va être catastrophique sur le bassin de Vittel. Ça c'est le constat. À terme, que va-t-il se produire ? Alors à terme, si on faisait rien, si on continuait comme aujourd'hui, si on reprend les travaux du BRGM, tout ça est disponible. On ne travaille qu'à partir des données officielles. On n'invente aucune donnée. Ça, je pense que c'est une force pour nous. Les risques sont évidents. Il y a peut-être un des risques principaux, c'est le risque de surverse. Si cette nappe des Grès se vide, l'eau a horreur du vide et elle va se faire infiltrer par notamment des eaux qui peuvent être très salées. Il y avait la mer jadis, le Trias, ça fait 300 000 ans. Et tout d'un coup, on pourrait avoir une salinisation massive de cette eau qui la rendrait impropre à la consommation. Et ça, le BRGM signale que ce risque-là, c'est 2040. 2040, c'est demain, oui. C'est demain, d'accord ? Et puis, il y a un autre risque qui est peut-être plus théorique que réel, c'est le risque de dénoyage des pompes.
C'est-à-dire que là où sont les forages, tout à coup, les pompes peuvent être au-dessus du niveau de l'eau, puis on ne ramène plus rien. Et les pompes pourraient être à sec. Hein. Donc ça, c'est si on fait rien. Donc si on fait rien, on va vers une catastrophe. 2040, 2050. Je ne serai plus là. Mais il y aura une population qui sera là. Et c'est à ça qu'il faut penser, me semble-t-il. Et donc, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de faire quelque chose. Mais alors, c'est là où notre désaccord est majeur. C'est que ce qu'on nous propose, c'est de dire qu'on ne touche pas au prélèvement des industriels, qu'on demande aux populations de faire des efforts, de l'ordre, on doit consommer environ 500 000 m3, hein, toute la population du secteur. On nous demande de faire des efforts de 150 000 m3, peut-être 200 000. Sur les 3 millions de mètres cubes qui sont pompés annuellement. Voilà, exactement. Ce qui me choque pas, hein, qu'on fasse attention à l'eau, c'est une ressource majeure. En temps de sécheresse, on s'en rend bien compte. Mais donc, le préalable, c'est de dire on ne touche pas au prélèvement des industriels, hein, et pour régler le problème, pour permettre à la nappe de continuer à vivre, on va aller chercher de l'eau chez les voisins à 10, 15 km par des tuyaux. Moi, j'ai dit des pipelines parce que l'image est plus inquiétante, mais ça s'appelle des pipelines, qu'ils soient gros ou petits, pour ramener cette eau et la mettre au robinet de la population. Alors donc, que ces populations même, Bernard Schmitt a cette ressource en eau de qualité sous ses pieds. Voilà. Et qu'elle l'utilise depuis les années 50, puisque les ancêtres de Nestlé, pour faire court, avaient le monopole de fait de l'exploitation des nappes plus superficielles comme Épar, Grande Source et Contrexéville, et que les populations s'étaient repliées sur des eaux plus superficielles, mais après-guerre, avec l'agriculture intensive, la pollution par les nitrates, la population est allée chercher l'eau dans la nappe des grès profonde. Donc aujourd'hui, la population va se voir expulsée de cette nappe pour en donner le privilège, on va dire le monopole, à Nestlé, qui ainsi aura privatisé toutes les ressources en eau du secteur. En même temps, Bernard Schmitt, le patron de Nestlé, ne s'en cache pas. C'est un projet d'industrie que de privatiser finalement un bien commun comme l'eau à des fins d'industrie et d'actionnaires. Oui, qu'ils le disent dans ce cas-là, qu'ils le disent comme ça, parce que quand vous allez sur le site de Nestlé, c'est visible par tout le monde. C'est marqué « puiser sans épuiser ». D'accord ? Et toute la politique verte qui est déployée ici par la filiale de Nestlé qui s'appelle Agrivert est de dire « nous protégeons l'eau ». D'accord ? Alors, est-ce qu'on protège l'eau quand on la surexploite ? Est-ce qu'on peut dire « on puise sans épuiser » alors qu'on exploite la nappe ? Non, là, il y a un double jeu qui n'est pas acceptable. Vous faites partie, Bernard Schmitt, au nom d'Oiseau Nature, l'une des 4 associations qui composent aujourd'hui le collectif Eau 88, qui tente, 88 bien sûr pour les Vosges, qui tente d'alerter la population, les élus, on verra qu'il reste beaucoup de travail, peut-être aussi les médias, sur la situation ici à Vittel. Quelles sont les 3 autres structures qui composent ce collectif ? Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a Oiseau Nature, qui est une association vosgienne assez importante, hein, on a 800 adhérents à peu près. Il y a bien sûr Vosges Nature Environnement, vous connaissez Jean-François Fleck, qui est son président. Il y a une association au nom compliqué, mais qui est très dynamique sur le plan juridique, c'est l'ASVPP, l'Association de sauvegarde des vallées et de protection des pollutions, qui est présidée par Christian Villaume. Et puis, nous avons été rejoints en 2016, et c'était bien, par UFC Que Choisir, qui représente les consommateurs cette fois-ci, et pas directement les gens soucieux d'environnement, ce qui n'est pas contradictoire. Hein. Et c'est Christiane Le Cohanet qui représente cette association. Voilà, donc on est 4 associations, mais un peu isolées quand même au niveau de la commission locale de l'eau, puisque sur 45 membres, nous sommes 4 à voter à peu près de la même façon contre une immense majorité de représentants du préfet et d'élus. Bernard Schmitt, en quoi consiste cette commission locale de l'eau ? Alors les commissions locales de l'eau sont mises en place dans le cadre des directives cadres européennes, dans les endroits, les départements où il y a un problème d'eau. Donc la communauté européenne nous demande de régler ces problèmes d'eau le plus rapidement possible. Donc il y a quelques régions en France qui sont chargées d'élaborer un schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau ici, des grès du Trias inférieur, qu'on appellera entre nous grès vosgiens parce que c'est plus facile. Donc il y a d'autres régions qui sont concernées, qui sont en général plus au sud,
Mais vous Pour des voyez qu'on raisons qu'on peut être au imagine nord, bien. dans les Vosges, avec habituellement de la pluie, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et depuis un certain temps, et devoir faire un sage. Et donc la commission locale de l'eau est chargée de participer par son vote à l'élaboration de ce schéma d'aménagement, trouver des solutions pour épargner la ressource et lui permettre de se recharger, parce que la période de sécheresse sur le plan climatique arrive, et on aurait tout intérêt, la population aurait tout intérêt à partir avec des nappes profondes pleines d'eau. Combien de membres dans cette commission locale de l'eau, Bernard Schmitt, et qui sont-ils? Globalement, c'est 45 ou 46 membres, je n'ai pas le nombre exact en tête. C'est globalement composé de 3 tiers. Je peux me tromper d'un ou deux, mais un tiers, ce sont des élus. Donc des maires, des conseillers départementaux, conseillers régionaux, et puis des présidents de syndicats des eaux. Le deuxième collège, ce sont les usagers. Donc nos associations siègent dans le collège des usagers avec Nestlé et la fromagerie d'Hermitage. Et le troisième collège, ce sont des gens désignés par le préfet de l'administration. Donc vous voyez bien que ensemble, l'administration et élus ont la majorité au niveau de cette commission. Bernard Schmitt, on parle, mais tout ça donne soif. On boirait bien un verre d'eau. Alors de l'eau des grès vosgiens. Forcément. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Au village, ton maître avait inventé une eau miraculeuse qui fait éliminer les toxines et nourrit mon corps de minéraux essentiels. D'abord on la garda pour les riches amis de ton maître avant de la vendre aux pauvres aussi. Il ne manquait plus pour faire sérieux qu'une manne providentielle. Rendons grâce à Nestlé Water, gloire à notre bienfaiteur qui donne à toute chose un prix et un bel emballage que l'on consomme avec ardeur. Voilà le secret du bonheur. Nestlé révèle de la vie le pur visage. À l'usine tout d'abord fallut moderniser à grands coups de tomates et le CDD. Qu'est-ce qu'une peur de licenciement face au rêve industriel. Heureusement l'OPA ne se fit pas sans alliés. Faut dire que nos élus étaient dans leurs petits souliers. Je file à ta femme la clé du sage entre deux clés du ciel. Rendons grâce à Nestlé Water, oui gloire à notre bienfaiteur qui donne à chaque chose un prix et un bel emballage que l'on consomme avec ardeur. Voilà le secret du bonheur. Nestlé révèle de la vie le pur visage. Produire ne suffit pas, faut pour la société un projet, des valeurs et des comités ou des experts qui veillent sur notre santé la plus verte que vert. Sur les terres qu'on rachète, on met les métayers qui seront les chiens de garde d'un bio labellisé et chanteront les vertus de nos nouvelles gammes phytosanitaires. Rendons grâce à Nestlé Water, oui gloire à notre bienfaiteur qui donne à toute chose un prix et un bel emballage que l'on consomme avec ardeur. Voilà le secret du bonheur. Nestlé révèle de la vie le pur visage. Nous sommes toujours à Val-Froicourt, au siège du collectif O88, avec vous, Bernard Schmitt, pour évoquer eh bien, les enjeux considérables qui se font jour ici à Vittel, dans les Vosges. Merci pour ce verre d'eau. Eau de Vittel, c'est la même, Bernard Schmitt, que l'on achète. Alors celle-là vient du robinet. C'est la même que l'on trouve dans les bouteilles. C'est exactement la même que l'on trouve dans les bouteilles vendues à l'export sous la marque Vittel Bonne Source. Donc je pense qu'on peut dire que c'est de l'eau de Vittel. À une petite différence près, c'est que les pouvoirs publics ont imposé la chloration des eaux publiques en 2016. Ce qui veut dire que notre eau à nous, Vittellois, qui vient des mêmes grès que celle de Nestlé,
sent un peu le chlore et pas celle de Nestlé. C'est peut-être un avantage pour Nestlé. Est-ce voulu? Je ne sais pas. Alors j'aimerais que vous nous en disiez un peu davantage, Bernard Schmitt, parce que je pense que vous devez le savoir. Non seulement l'origine de cette disposition qui vise à donner un goût de chlore, parce que finalement c'est probablement ce qui se produit à cette eau de Vittel qui vient de robinet, alors que celle de bouteille ne sent rien. Et puis, que rapporte l'exploitation et l'exportation de l'eau de Vittel, notamment en Allemagne, vous le disiez tout à l'heure, à la ville de Vittel? Et quels sont les enjeux économiques aujourd'hui qui poussent Nestlé à finalement s'approprier un bien commun qu'est l'eau à des fins personnelles? Oui, sur le sujet de la chloration, c'est compliqué. Si on cherche un peu les procès d'intention, on peut dire que les pouvoirs publics l'ont fait exprès. C'est possible. J'irai peut-être pas jusque-là aujourd'hui. C'est vrai que les pouvoirs publics prennent des dispositions générales sur l'eau publique. Et il y a des eaux qu'il faut chlorer. Donc, qu'on n'ait pas voulu laisser l'initiative à tel ou tel syndicat des eaux de chlorer ou de ne pas chlorer, c'est peut-être envisageable. En attendant, pour ce type d'eau, c'est dommage. Je le dis franchement. Sur les enjeux économiques, il faut se mettre à la place de Nestlé, finalement. Réfléchir à sa place, c'est toujours une bonne chose. C'est une eau qui est absolument géniale pour la multinationale. D'abord, c'est une eau qui ne lui coûte rien. Ils ont leur propre forage. En plus, ce sont des forages artésiens. Il n'y a pas besoin d'aller pomper, ça monte tout seul. Donc c'est une eau qui est gratuite, en dehors de la création des pompages. Ensuite, elle est embouteillée et vendue à l'export, pour l'essentiel en Allemagne. Quelle est la différence de prix entre cette eau du robinet ici, Bernard Schmitt, le prix au mètre cube? Alors, il faut faire le calcul, bien sûr, au nombre de bouteilles. Mais ça est assez facile à faire. Et le prix de la même eau vendue en Allemagne? Oui, c'est une bonne question. Je regardais l'autre jour, à cause de relevé de mon compteur, globalement, le mètre cube d'eau, en soi, c'est 3 € à Vittel. Donc, avec 3 €, un mètre cube, 1000 litres, on a de quoi faire quand même quelques temps. Nestlé, lui, vend 1 € la bouteille d'1,5 litre en Allemagne. Donc vous voyez, avec 1 mètre cube gratuit, vous faites, je n'ai pas fait le calcul, 800 bouteilles peut-être, ou quelque chose comme ça, 800 €. C'est tout bénef. Et la loi, Nestlé en soi, de toute façon Nestlé respecte les lois. La loi a exonéré les industriels qui exportent des boissons non alcoolisées, les a exonérés de surtaxes. Là, en l'occurrence, de surtaxe sur les eaux minérales. La conséquence, c'est que ça ne rapporte rien au territoire. Les gens disent toujours, le maire de Vittel va dire, on a 4 millions d'euros qui sont issus de la surtaxe sur les eaux minérales. Oui, sur Grande Source, sur Répar, etc., mais absolument pas sur Bonne Source. Donc il n'y a pas de retombée, il n'y a pas de ruissellement économique sur le territoire. C'est effectivement tout bénéfice pour Nestlé, comme je viens de le dire. Donc l'enjeu pour Nestlé, un des directeurs de Nestlé me disait il n'y a pas très longtemps, notre rêve c'est de pouvoir doubler notre production comme on l'a fait à Vergès. Ils vont peut-être y arriver demain. Est-ce que ça veut dire, Bernard Schmitt, juste à côté, à Vittel, je rappelle que nous sommes à Val-Froicourt, au siège du collectif O88, est-ce que ça veut dire que finalement on met en place une forme d'économie tiers-mondiste de l'eau? Alors, votre remarque est intéressante. J'ai un ami à Vittel, ça fait 2 ans que je lui en parle, mais ça ne pénétrait pas. Et puis il y a quelques temps, mais je ne sais pas, moins de 6 mois, il m'a dit, je m'aperçois qu'on est une colonie d'Indiens. Moi, c'est un parallèle que j'ai déjà fait, mais pas que personnellement. C'est Marc Ferraud qui en a parlé le premier. Dans les années 2004, dans le livre noir du colonialisme. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Pour moi, c'est pas très clair dans ma tête. Marc Ferraud parlait de colonialisme sans colon. Et on pensait que les multinationales avaient un rôle un peu de prédateur. On le sait bien en Afrique du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud. Mais regardez ce qui se passe en Ontario. C'est des gens qui parlent français comme nous. Ils vivent les mêmes choses que nous. Regardez ce qui se passe en Californie. Ils vivent les mêmes choses que nous. Vous avez un État qui est très... le plus pauvre des États-Unis, c'est l'État de l'Oregon. Eh bien, ils ont fait un référendum. Les gens ont refusé l'implantation d'une usine Nestlé qui leur proposait 50 emplois.
Ça, moi, j'appelle ça de la dignité. Mais on s'aperçoit, j'ai l'impression, que les pratiques de Nestlé sont peut-être un peu plus soft ici, mais sont un peu les mêmes que partout dans le monde. L'objectif est toujours le même, mais la démarche est différente. Combien d'emplois aujourd'hui représente Nestlé ici sur le bassin d'emploi de Vittel, Bernard Schmitt? Alors on a 2 chiffres qui sont assez concordants. Récemment, Vosges Matin parlait de 1000 emplois. Nous, on avait plutôt la notion de 900 emplois, dont 150 emplois précaires. Voilà, on est dans une fourchette de 1000 emplois, dont 100 à 150 emplois précaires. Je rappelle qu'il y a 40 ans, il y avait 4500 emplois. Comment réagissent précisément, alors vous parliez d'Indiens tout à l'heure, on ne va évidemment pas vexer qui que ce soit en reprenant cette expression, Bernard Schmitt, mais comment réagissent les habitants de Vittel? Est-ce qu'ils sont conscients de cet enjeu, puisque finalement vous parlez de rien de moins que d'une perspective d'assèchement du territoire à moyen terme, 2040 c'est du moyen terme. Comment réagit la population? Quel est l'état de conscience des élus? Parce que dans la commission locale de l'eau que vous évoquiez tout à l'heure, 46 élus, vous êtes 4 de collectif O88 à voter contre. Ça veut dire qu'il y a 42 membres qui sont tout à fait favorables à la démarche. Pas de solution, pas de problème. Oui, c'est en train de bouger. Je pense que l'année 2018 a été, comme on dit, une année de transition. Il y a eu un fameux article de Mediapart en mars 2018 et qui fait que depuis cette époque-là, les médias communiquent, et en particulier les médias allemands. Et je vois bien au niveau de la commission locale de l'eau qu'aujourd'hui, les gens sont alignés sur leur vote, mais qu'il y a des états d'âme. Vous savez qu'il y a un collectif de maires qui est en train de se constituer. Hein. Il y a une quinzaine de maires qui sont en train de se réunir, etc. Donc je pense que c'est lent, c'est toujours trop lent pour nous, mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, que cette prise de conscience, elle s'est faite avec les médias, en particulier allemands, comme je le disais, même s'ils sont peu regardés ici, mais on a des médias locaux qui ont bien communiqué. Je pense à Vosges Matin, on n'avait pas forcément cette habitude-là, hein, et on a fait des conférences publiques avec du tractage dans les boîtes aux lettres, et on a eu du monde qui est venu pour la première fois. Nos premières conférences publiques datent de 2016, on avait 4 pimpins, dont 2 taupes, qui venaient à la réunion. Hein. Là, les choses ont bien changé. Vous êtes aujourd'hui 4 associations, on le disait, Bernard Schmitt, réunies au sein d'un collectif O88. Que peut un collectif de citoyens, bénévoles qui plus est, face à une multinationale comme Nestlé, qui tente aujourd'hui sur Vittel de privatiser l'eau, bien commun? Alors c'est sûr que les expressions qu'on entend, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de David contre Goliath, mais qui a gagné? Donc je pense que pour nous, c'est un combat éthique qu'on mène. Donc on doit le mener. Il se passera ce qui devra se passer, mais on le fait avec beaucoup de sincérité. On le fait sans truquer les chiffres. On espère que la population bougera. On aimerait aussi que les salariés des usines bougent. De l'intérieur, ça aurait du sens. On a plusieurs contacts de gens qui disent ça serait bien de faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, on doit mener ce combat-là. Et on essaiera de mettre en échec les solutions proposées. En même temps, on peut comprendre l'attitude dans le contexte actuel de ces 900 salariés qui travaillent aujourd'hui chez Nestlé, ici à Vittel, Bernard Schmitt, qui évidemment cherchent par tous les moyens à préserver leur emploi. Que peut-on leur répondre? Que pouvez-vous, collectif O88, leur répondre? Mais c'est intéressant, quand on les rencontre individuellement, ils disent on sait bien comment ça va se terminer. Quand il n'y aura plus d'eau, Nestlé partira. Ils disent ça. Hein, mais ils ne voudraient pas que ça se passe maintenant. Parce qu'ils disent oui, mais nous, on vit avec ça, c'est grâce à ça que nos gosses vont à l'école, qu'on s'achète une bagnole, etc. Donc, sur l'arrière-fond de la pensée, on sait que cette menace, elle est là. C'est lors d'un comité d'entreprise, un cadre de Nestlé qui disait aux syndicalistes, quand il n'y aura plus d'eau, on vous laissera, on partira, on vous laissera dans votre boue. Faut entendre de l'eau, hein. avec le reste d'eau. Hein. D'accord ? Donc il faut l'entendre. Non, moi je pense que la population a pris conscience de la situation, mais qu'elle est tétanisée. Hein. On est dans une région qui se dépeuple. Regardez l'état de la ville de Vittel et des hôtels. On a des friches.
qui sont de nature industrielle finalement, des hôtels qui s'écroulent, etc. Et ça, les gens le voient bien. Donc ils sont inquiets, ils ont peur. Et je comprends cette peur. Wir haben Flaute und krepieren daran, denn schon seit Tagen geht es nicht mehr voran. Die Sonne brennt und wir verlieren den Verstand. Alles stinkt nach Mann. Die Fässer sind längst leer, die Kehle verdorrt. Der letzte Rum war schon am ersten Tag fort. Und selbst die Ratten gehen so langsam vom Bord. Retter sich wer kann. Es gibt nur Wasser. Verdursten wir. Wir brauchen Rum. Wir haben die letzte Brise scheinbar verpasst und würden alles tun für ein volles Fass. Denn unser Segel hängt nur müde am Mast, bringt uns nicht auf Kurs. Da kommt kein Land in Sicht, nur Wasser vom Bug. Wir brüllen Meuterei. Wir haben genug, denn was der Captain sagt, macht uns keinen Mut. Nur Wasser, Wasser, Wasser überall, doch wir haben nichts zu trinken. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall und das Schiff droht zu versinken. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall und das Schiff droht zu versinken. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum, 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 sonst verdursten wir. Wir brauchen Rum. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall, doch wir haben nichts zu trinken. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall und das Schiff droht zu versinken. Wir brauchen Bernard Schmitt, vous représentez l'association Oiseaux Nature, l'une des 4 associations avec la SVPP, UFC Que Choisir et Vosges Nature Environnement, au collectif O88 qui se bat maintenant depuis quelque temps déjà contre l'accaparement de l'eau bien commun ici sur le territoire de Vittel. Et vous m'expliquiez aussi en préparant ce reportage, Bernard Schmitt, que non seulement il y a un phénomène d'accaparement de l'eau qui nous rapproche d'une forme d'économie néocoloniale menée par les multinationales, dont Nestlé, qui s'accompagne aussi par un accaparement des terres. Expliquez-moi. C'est un peu le sujet de la prise en main d'un territoire. C'est vrai que ça avait commencé déjà à l'époque de Guy de la Motte-Bloumier, à l'ancienne Société des Eaux, et poursuivi, amplifié par Nestlé, qui a mis des moyens, je crois, assez considérables. Ça a consisté, pour protéger la ressource en eau, ce qu'on comprend après le scandale du benzène, des nitrates dans l'eau, etc., a mis en place une politique que certains qualifieraient de verdissage. Je n'irai pas jusque-là. Il y a une vraie politique de protection de la ressource en eau, mais qui a consisté de fait à acheter les terres agricoles autour de Vittel et à y installer des agriculteurs qui ne sont pas bio, mais qui ont un cahier des charges un peu plus respectueux de l'environnement, puisque c'est zéro phytosanitaire. Ce terme il faudrait dire des biocides en réalité, ce n'est pas des phytosanitaires. On ne soigne pas les plantes, on les tue. D'accord ? Et puis très peu de nitrates.
Donc effectivement, ça veut dire que ça infiltre, que l'eau de pluie infiltre très peu d'éléments qui vont se retrouver dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, c'est la Safer qui a joué ce rôle-là de rachat des terres et de revente à Nestlé. Il est passé de 3 000 € l'hectare. Ce qui veut dire que quelqu'un un jeune agriculteur qui voudrait s'installer, ne le peut pas. Les terres sont accaparées, je dis bien accaparées, par Nestlé. Ça, c'est un élément. Autre élément, on pourrait en citer plusieurs, on est en réflexion là-dessus, mais c'est l'aspect déculturation. On parlait de village d'Indiens, c'est un peu ça. Vous parliez de village oui, d'Indiens. Mais quand on a lu Howard Zinn, on sait ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique quand même. D'accord. Et en arrivant sur Vittel, Nestlé a enlevé tous les éléments culturels qui faisaient que les gens s'appropriaient leur ville. On a débaptisé les sources pour leur donner des noms barbares, c'est-à-dire des numéros, etc. Les dirigeants, ils vont parler anglais ou ils vont boire de la Perrier quand on est à Vittel et qu'on est interrogé par des journalistes. Donc c'est des tas d'éléments. Et puis même certains cadres qu'à Vittel on appelle les nouveaux Vitellois, ont été importés, parce que sans doute il n'y avait pas assez de gens compétents ici. Enfin, vous voyez, il y a toute une succession d'éléments, où par exemple, moi j'appelle ça un peu l'enrôlement des enfants. La Vigie de l'eau, régulièrement, reçoit des classes, avec l'accord des enseignants, mais les enseignants devraient réfléchir, et font de la pédagogie. Cette pédagogie, elle est quand même basée fortement sur les bouteilles plastiques et l'eau, etc. Donc voilà, par un tas d'éléments, on est dans une politique culturelle, territoriale, économique, de prise en main d'un territoire. Mais est-ce que, Bernard Schmitt, tout ça finalement, ce n'est pas, d'une certaine manière, la mondialisation à l'œuvre sur l'échelle d'un territoire comme Vittel, où finalement, peut-être que les Vitelloises et les Vitellois ne s'en rendent pas forcément compte, parce que les eaux de Vittel font partie du paysage traditionnel, vous venez de le dire, ça date pas d'hier, l'exploitation des eaux de Vittel, et que finalement, aujourd'hui, ces territoires, cette ressource bien commun appartient aujourd'hui, on pourrait dire, à une collectivité restreinte, mais qui a une vision très mondiale et très mondialisée, pour laquelle, finalement, le territoire de Vittel n'est qu'un point de passage qu'on va utiliser le temps qu'il y a de la ressource. Oui, alors c'est un directeur de Nestlé qui me disait « Mais ça représente rien, Vittel, c'est 1%, c'est une goutte d'eau. » Alors bah oui, ils doivent avoir à peu près 100 usines, donc chacune fait 1%. Mais c'est 1% du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, il est considérable. Quand vous pensez que la distribution des bénéfices aux actionnaires, c'est de l'ordre de 2 chiffres. Enfin, l'objectif 2018, c'est 18% de bénéfices. Vous voyez un peu où on est, quoi. Donc je pense effectivement que les gens qui ont toujours vécu à Vittel sont dans ce système-là. Ils voient bien que ça se délite, que l'emploi diminue, que la population diminue, qu'on ne fait pas d'investissement, que Nestlé s'est débarrassé de tout ce qui faisait la renommée de Vittel, s'est débarrassé des thermes. C'est la municipalité qui, avec l'argent de la surtaxe sur les eaux minérales, le club méditerranéen s'occupe des hôtels, etc. La seule chose que Nestlé possède encore à Vittel, en dehors des usines, c'est le parc thermal. Et si vous visitez le parc thermal, vous serez édifié, il n'est plus entretenu, il n'a pas de projet, on fait juste un entretien de sécurité qui consiste à couper les arbres malades. Bernard Schmitt, est-ce que finalement, cette tentative de privatisation de l'eau que mène Nestlé ici à Vittel, est-ce qu'on pourrait presque considérer que c'est une occasion de réveil finalement de la population, non seulement vitelloise, peut-être vosgienne et au-delà, parce que ce dossier des eaux de Vittel est en train de prendre de l'importance, d'ailleurs grâce aux médias, aussi bien localement mais aussi nationalement, et vous le disiez à l'instant aussi en Allemagne. Est-ce que finalement ce n'est pas l'occasion pour tout un chacun de prendre conscience de l'importance de la ressource en eau et des stratégies menées par ces multinationales? Vous avez 1000 fois raison. Le capitalisme, d'ailleurs, nous enseigne que nulle activité n'est pérenne. C'est cyclique. Et ce que n'arrivent pas à voir les gens, c'est que cette activité d'eau et de thermalisme, elle se délite progressivement. Je veux dire, il y a des tas de stations de remise en forme qui se mettent en place un peu partout. Donc, quel est l'avenir de Vittel ? Ça, c'est le vrai sujet. J'ai envie de faire une petite provocation, quoi. Mais on réfléchit à ça. C'est quel est l'avenir de Vittel après Nestlé ? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai projet territorial à mener,
par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que finalement, cette ressource en eau, elle est là, elle est présente. Elle est Ce là. que vous dénoncez depuis le début de cet entretien, Bernard Schmitt, c'est simplement la surexploitation. Absolument. Alors, on peut se poser aussi la question de est-ce qu'il est bien de mettre de l'eau en bouteille et de la trimballer par camion sur les routes, les autoroutes, etc. C'est un autre débat, moi je ne veux pas l'ouvrir parce que notre collectif ne sera pas forcément homogène là-dessus. Hein. Donc c'est une réflexion un peu personnelle. Mais je pense que, notamment quand on habite en France, moi je travaille dans le sud-est asiatique, la qualité de l'eau au robinet est impossible, on ne peut pas la boire. Donc il faut des solutions alternatives. Hein. Mais quand on est en France avec une qualité des eaux publiques telle qu'elle est, même si elle est un petit peu chlorée, c'est pas raisonnable, je dis franchement, d'acheter de l'eau en bouteille. Sachant qu'en plus on la paye plusieurs fois, on la paye déjà pour l'avoir au robinet, mais on la repaye ensuite à travers les taxes à l'agence de l'eau, on la repaye ensuite puisqu'on achète finalement au final quand même de l'eau en bouteille. Mais est-ce que justement, Bernard Schmitt, tout ça n'est pas une opportunité pour éveiller les consciences? Et est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, les choses commencent à bouger? Est-ce que David contre Goliath a quelques chances de préserver son patrimoine et son bien commun qu'est l'eau? Oui, alors je pense que la population bouge. Celle qui bougera peut-être le plus, c'est la population à qui on veut prendre l'eau, plutôt que celle qui va en recevoir. Hein. On compte là-dessus. On compte aussi à terme sur le réveil des employés de ces sociétés multinationales. Ils ont un sacré pouvoir, hein, c'est de bloquer la production. Je dis ça comme ça, c'est une vraie provocation. Hein, mais c'est vrai qu'ils peuvent le faire. Moi je pense que préoccupons-nous de notre territoire tant qu'il y a de l'eau. Parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y aura plus d'avenir pour parce que finalement, vous faites un appel du pied très marqué, Bernard Schmitt, aux employés de la société Nestlé travaillant à Vittel, mais après tout, c'est une préservation de leur emploi pour le futur. Bien sûr. Et puis c'est une préservation de l'avenir de nos enfants. Alors, quelqu'un me disait, bon, mes enfants, ils habitent plus ici. Bon, il n'a pas dû comprendre ce que je voulais dire, hein, mais c'est la population qui est ici, une certaine ruralité, une certaine agriculture, aura besoin d'eau, et c'est absolument catastrophique que de gâcher ça. Encore une fois, au moment où ça se posera, moi je ne serai plus là, donc vous voyez bien qu'on n'est pas animé par des combats personnels, hein, mais par des combats humains, tout simplement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, les pions auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey!
Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de l'appât du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'enbleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Bernard Schmitt, on entend bien votre engagement à travers le collectif O88 pour la préservation de la ressource en eau ici sur le territoire de Vittel, dans les Vosges, contre les tentatives déjà très avancées de privatisation du bien commun qu'est l'eau. Quel est votre propre parcours et comment en êtes-vous arrivé à un tel engagement ? Alors le parcours il est assez simple au départ. Moi, je rêvais d'être chirurgien et puis quand j'ai découvert les chirurgiens, je me suis dit qu'il fallait faire autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et ce qui fait que j'ai connu ma femme d'ailleurs sur les bancs de la faculté. Voilà, donc en tant que médecin, on est parti à l'occasion du service national, en coopération, ça s'appelait comme ça. On est parti au Maroc, à Fès en l'occurrence, et du coup on est resté 5 ans, et moi j'ai enseigné là-bas, et mon épouse aussi, elle la physiologie, moi l'anatomie. On a pris conscience des grosses difficultés des populations, hein. Moi j'ai été confronté pour la première fois de la vie à des mortalités effroyables, à des absences de soins, enfin bon, ça change quelqu'un. Et ensuite, on a eu l'occasion de partir aux Antilles, où on a travaillé à la Guadeloupe pendant 5 années là aussi. Et c'est là qu'on a mesuré, avec des grosses difficultés aussi, bien évidemment, même s'il y a du soleil, on a pris conscience que les enjeux n'étaient pas dans le système de soins, mais en dehors du système de soins. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a trouvé que partout où on avait travaillé, et en France aussi, les systèmes de soins ne sont pas organisés. Et que les patients, ils errent. Et selon l'endroit où ils vont rentrer, on va soit leur faire une infiltration, soit une opération, soit etc. On a la maladie de l'institution à laquelle on s'adresse. Voilà, c'est-à-dire c'est un peu selon à qui on s'adresse, c'est un peu aléatoire, quoi. Voilà. Hein. Donc on s'est engagé dans l'assurance maladie à l'époque sur des postes très particuliers pour essayer d'organiser le système de soins. On a participé à l'élaboration de la loi hospitalière, etc. Enfin, je ne vous raconte pas de tout le parcours, mais ça nous a amené à travailler sur des structurations systémiques du soin. Et j'ai plein d'amis qui travaillent encore dans ce domaine-là. Ça nous a amené dans le nord de la France, à Bordeaux, à Orléans, à Dijon, et puis à Paris. Puis à Vittel. Et donc, à la retraite, on s'est dit, avec mon épouse, on va observer les oiseaux dans les Vosges. Et on est venu prendre notre retraite dans la maison familiale qu'on est en train de retaper. Et puis les amis d'Oiseaux Nature m'ont demandé si je ne voulais pas participer à la commission locale de l'eau. Et c'est là que tout a commencé. Je pensais vivre une retraite contemplative. Et en fait, j'ai l'impression d'être au moins aussi occupé que dans le travail professionnel que j'avais auparavant. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Bernard Schmitt, représentant de l'association Oiseaux Nature au collectif O88, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? C'est un petit peu les deux quand même, hein. Dans un premier temps, c'est quand même un coup de gueule, quoi. Je pense que chacun d'entre nous doit se battre pour préserver sa liberté, et la première liberté, c'est la liberté de conscience. Hein. Et quand je vois une institution comme la Commission locale de l'eau qui vote comme un seul homme, je me dis que ces consciences sont liées. Ça m'arrive de parler de la corruption des esprits. Hein. Alors, il peut y avoir d'autres corruptions que celle des esprits, mais ça commence par ça. Hein. Et nous, on veut des élus, on veut des représentants de l'État pour être responsables et responsables de leurs concitoyens.
Et je dis que la majorité d'entre eux ne le sont pas. Est-ce qu'il y a eu un âge d'or, Bernard Schmitt, de cette liberté, liberté de l'esprit, ou est-ce que c'est un fait marquant de notre société, voire de notre civilisation ? Moi, je crois que les temps de liberté de l'esprit ont toujours, c'est pas tellement les temps, ont toujours été minoritaires dans la population. On est sur la commémoration de la guerre de 14. J'entendais ce matin dans la fabrique de l'histoire l'histoire d'un pacifiste, de quelqu'un qui voulait pas faire la guerre, etc. Et ben, c'est des gens qui ont souffert, qui ont fait de la prison, etc. Alors moi en l'occurrence, puisqu'on parle de cela, on a la chance d'avoir cette grande liberté d'esprit parce qu'on est indépendant. En plus, moi, j'ai plus d'attache directement professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas faire pression sur moi. J'ai une aisance, etc., qui fait que je me sens totalement libre. Et j'attends de beaucoup d'avoir cette grande liberté-là, en premier lieu de mes élus. Moi, si je vote pour eux, c'est pour qu'ils se bougent. D'accord ? Et je pense que la défaite de l'esprit, elle est liée au fait que les gens se résignent. D'accord ? Eh bien, je crois que demain, quand même, tout est possible. Mais chacun doit dire, il faut que moi, je fasse quelque chose pour ça et ne pas se laisser conduire comme des moutons vers un avenir totalement incertain, voire catastrophique. Bernard Schmitt, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous parlez comme un adolescent. Oui. C'est un compliment. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Évidemment, quand on parle de résignation, c'est plutôt une attitude que l'on trouve chez... plutôt les personnes déjà bien avancées en âge. Vous, au contraire, vous avez gardé cette fraîcheur d'âme et cette combativité. J'espère. Je la mets au service de la collectivité. Et j'invite les gens à nous rejoindre massivement. Ça, c'était pour le coup de gueule qui finalement termine presque sur un coup de cœur. Oui, c'est vrai. Alors vous annoncez précisément un coup de cœur, Bernard Schmitt. Il y a quand même des choses qui rendent optimiste. Puis il faut toujours se souvenir de la parole de Gramsci, qui parlait du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de l'action. Donc je pense que c'est ça un peu notre sujet à tous. C'est qu'on voit bien que l'avenir, à titre individuel, il est catastrophique, ça on le sait bien depuis longtemps, mais l'avenir, il pose souci. Mais quand on agit, on lutte contre cet avenir qui nous paraît désespérant. Donc je crois beaucoup effectivement à l'optimisme de l'action. Et ce qui me rend optimiste, d'abord c'est les collègues du collectif O, parce qu'on constitue une belle équipe. Il a fallu se forger les uns aux autres. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes idées politiques par exemple. Et c'est très bien comme ça, parce que notre collectif il est ouvert. Et puis c'est quand je vois en quelques mois la transformation des populations, mais aussi notamment de la population de Vittel. Encore une fois, je comprends bien les gens qui vivent directement de l'embouteillage, que ça doit être très compliqué pour eux. Mais après tout ce qu'on a dit, je pense qu'ils ont bien conscience de ce qui va se passer. Et ce qui me rend très confiant, c'est le virage de la population et la façon dont on peut discuter aujourd'hui avec les Vittellois, les commerçants, qui ne rejettent plus ce qu'on dit, mais qui au contraire le prennent avec beaucoup de gravité. Et je pense que ça peut être un prélude à leurs actions. Et cet avenir ici sur Vittel, Bernard Schmitt, vous le voyez comment? J'imagine qu'on a dû justement vous accuser d'avoir probablement des visées politiques, des ambitions politiques. Qu'en est-il au juste? Alors je ne vous demande pas forcément si c'est vrai ou pas, mais est-ce qu'on n'a pas forcément à un moment donné envie de passer ou besoin de passer ou de se dire en entrant en politique, j'aurai les moyens d'agir beaucoup plus que du point de vue associatif? Je vais être très sincère, je pense que rentrer en politique, ça serait tuer le collectif O. Et c'est justement parce qu'on veut une adhésion massive de la population qu'on ne doit pas se démarquer politiquement, tout en conservant ses propres idées. Moi, je sais si je voterai pas, pour qui, etc. Enfin, on va attendre un peu que les gens se présentent. Mais je crois que ça serait gâcher un capital qui aujourd'hui se constitue. Et franchement, moi j'ai 66 ans, j'ai pas l'âge de rentrer en politique. D'accord ? Donc moi je soutiendrai des initiatives. Certains ne sont pas gênés par ça. C'est vrai. Mais pour autant, Bernard Schmitt, c'est bien aux politiques qui représentent notamment, ils sont par exemple membres de la commission locale de l'eau, ils sont également, c'est également les politiques qui évidemment prennent les décisions. Si les politiques ça veut dire qu'il faut changer les politiques en place. Ou en tout cas, il faut qu'eux-mêmes changent leur fusil d'épaule, en gros.
Oui, il faut que la population soit exigeante aussi vis-à-vis des politiques. On ne devrait pas être politique avec un mandat blanc-seing qui permet de faire n'importe quoi. Nous, ce qu'on fait maintenant, par exemple, à l'issue de chaque réunion de la commission locale de l'eau, eh bien, on diffuse le compte-rendu. C'est-à-dire toute la population peut savoir si monsieur le maire machin, il a voté comme ça ou comme ça. D'accord ? Ça, c'est le contrôle des élus par la population. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais figurez-vous même qu'on a fait une réunion et il y avait un jeune maire d'un village qui a dit mais ce que vous dites, et d'un village concerné, ce que vous dites je le sais depuis 8 jours, alors que ça fait 10 ans que la commission locale de l'eau se réunit. Donc il y a même une omerta au sein du monde politique. D'accord ? Donc je pense moi qu'il faut communiquer. Finalement, je découvre un peu sur le tard les réseaux sociaux, mais c'est une manière de rendre publiques les décisions de nos élus. Et moi, je suis pour le contrôle des élus par le peuple. Et puis, en amont, moi, je souhaite que les gens se présentent avec un programme. Et je dis franchement que je soutiendrai, à titre personnel, toute personne qui se battra sur l'eau, que ce soit à Vittel, à Contrexéville, etc. Merci Bernard Schmitt. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà pour ce reportage sur la mainmise par la multinationale suisse Nestlé Waters et sa tentative de privatisation de l'eau à Vittel dans les Vosges, avec le docteur Bernard Schmitt, représentant de l'association Oiseaux Nature au collectif O88. Pour en savoir plus sur cette affaire, rendez-vous sur le site www.l'eauquimord.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Gloire à Nestlé Waters, musique et paroles par les chanteurs d'Actu et le collectif Eau contre la surexploitation des grès vosgiens, sorti en clip vidéo en 2016, à retrouver sur YouTube avec le texte intégral. Es gibt nur Wasser, il n'y a que de l'eau par le groupe allemand Santiano, paru sur l'album Bis am Ende der Welt, sorti en 2012. Et enfin 8 secondes par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album En concert au Zénith de Paris, sorti en 2010. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.